dites, avec ou sans rondelle de citron, votre coca? Eh bien, je vous réponds que c'est le mois des mois chez Carrefour. Et que pour fêter ça, pour 2 produits Coca-Cola sans sucre achetés, le 3e est offert. Et c'est valable sur tout Coca-Cola sans sucre. Alors là, c'est sans hésitation. Et c'est jusqu'au 17 septembre chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive. Carrefour, on a tous droit au meilleur. Panachage possible, la remise s'applique sur le moins cher. Détails sur carrefour.fr. Pour votre santé, évitez de grignoter. Une poignée de dans la tour de la terreur et une bonne dose de frisson au cœur du manoir hanté. Venez vous régaler entre amis à Disneyland Paris du 1er octobre au 3 novembre pour un Halloween inoubliable. Réservez dès maintenant votre séjour sur disneylandparis.com. Avec Shopify, obtenez tous les bons outils pour vendre. Des outils de design pour développer votre marque, des outils de marketing pour susciter l'intérêt de plus de clients et des outils de vente pour élargir votre champ d'action. En ligne, sur médias sociaux, en personne et bien plus encore. De la petite entreprise à multinationale, les outils de Shopify supportent votre croissance. Vous pouvez ainsi vous concentrer sur ce que vous faites le mieux. Inscrivez-vous à une période d'essai à 1 € par mois sur shopify.fr/Spotify. Rendez-vous sur shopify.fr/Spotify pour faire passer votre marque au niveau supérieur dès aujourd'hui.
Alors, est-ce qu'on est en live? Est-ce qu'on m'entend? Ça a l'air, hein? Et ben voilà, on y est. Bonjour à tous. Et bonjour Thomas, merci d'être là. Merci d'être là. Je vais baisser un peu le son de la musique, ça va un peu fort. Et bonjour Mio, ça fait plaisir de vous voir déjà là, à 9h du matin. Euh, Je vais peut-être couper. Est-ce que vous entendez la musique? Est-ce que ça vous gêne? Est-ce qu'on la laisse? Est-ce qu'on l'enlève? Parce que, en fait, très fort de mon côté. Alors, alors. Oh bah, deux personnes pour moi c'est extraordinaire. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait les lives. Ça fait tellement longtemps. Je sais pas, pour ceux qui étaient là à l'époque, les lives de Critflix se faisaient à distance pendant le Covid. C'était des super émissions. On a passé des très bons moments. J'avais trouvé ça très chouette et j'avais jamais eu l'occasion de pouvoir recommencer. Donc voilà, en plus on a le beau temps dehors, des petites plantes. Mais voilà, par contre je commence malheureusement cette émission avec un mensonge. J'ai menti. J'avais dit que je viendrais avec du café et c'est pas du café, c'est du chai, enfin c'est du Thai tea, donc voilà, je suis désolé. Voilà, pour ceux qui m'en veulent et qui veulent partir, je comprendrai. Voilà, je supporte très mal le fait d'avoir commencé cette émission par un mensonge, mais voilà. Le Thai tea, c'est un thé fait à base d'épices qui vient de Thaïlande, du coup que j'ai pu goûter là-bas il y a quelques mois et je suis devenu super fan. Et du coup, ben, j'ai un peu remplacé le café par ça, même si le café reste essentiel dans ma vie, bien entendu, comme tout le monde, comme tout adulte qui se respecte. Mais voilà. Ah, le samplon, c'est pas mal aussi, ça met en forme, ça permet de se réveiller plus rapidement. Moi, j'aime bien l'odeur du samplon au petit matin. Ah bah oui, forcément. Avec de l'E10, c'est plus sympa. Au bioéthanol, pour les gens qui préfèrent le bio. On peut aller sur du GPL avec le gaz aussi, mais il paraît que c'est pas bon pour l'estomac. Et bah ça va bien, ça va bien, ça va bien. On, on est en forme. Je suis levé depuis à peine 40 minutes, mais on est en forme. On va essayer de se donner à fond. J'ai prévu plein de trucs, j'ai prévu plein de débats. Bah c'est gentil en tout cas d'être passé. Euh, je suis curieux de voir ce que ça va donner. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, de rester aussi longtemps en live parce que j'ai prévu, on va dire à peu près 2 petites heures voilà d'actualité, des trucs déjà prévus, des trucs qui ne le sont pas encore. Je diffuserai du coup un petit peu en amont tous les lundis, je pense, le programme. Ah, merci pour le follow du coup. J'avais prévu du coup voilà un petit programme bien précis et je pense que ouais, ça va durer 1h30 ou 2 heures. Si ça fait moins, tant pis. Si ça fait plus, tant mieux. Si ça vous plaît, peut-être faire un peu plus d'émissions en live. Euh, Peut-être faire un peu de jeux vidéo aussi. Voilà, on verra comment ça se passe, on verra le temps que j'ai. Dans tous les cas, il faut pas que ça empiète sur le reste. Donc on va tout de suite commencer. Donc voilà, comme je vous avais dit sur Insta, j'avais prévu un petit programme où on va aller parler. Je voulais revenir sur Kaizen avec vous. Je voulais qu'on en discute parce que bah, j'ai pu le voir. J'ai pu le voir, comme beaucoup d'entre nous, on est déjà plusieurs millions à l'avoir vu, mais je trouvais ça intéressant de pouvoir comparer, d'essayer d'avoir un avis le plus objectif possible sur la vidéo en fait d'Inoxtag, donc savoir ce que j'en ai pensé, comme on pourrait donner son avis sur un film, et derrière réagir par rapport à la polémique et peut-être essayer de contredire certaines choses, peut-être affirmer d'autres. Voilà, je sais pas si vous l'avez vu tous les deux, je sais pas si vous avez vu Kaizen, mais voilà, je pense que c'est un débat qui peut être intéressant parce qu'il y a énormément de choses à dire, en bien comme en mal, hein, bien sûr, mais ça peut être hyper intéressant. Euh, Ah ok, ok, ça marche. Bah, je vais t'avouer que moi non plus au début ça m'intéressait pas des masses. C'est surtout l'engouement qu'il y a eu autour qui m'intéressait. Et puis voilà, essayer de pas
essayer de donner mon avis sur un truc que j'avais pas vu. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant, on est en plein dans l'actualité. Ça pourra me faire des nouveaux followers. Donc du coup, je me suis dit l'un dans l'autre, ça pourrait être intéressant. On va également revenir sur un petit film que j'ai pu voir en avant-première. Euh, Ah mais il y avait des KDM. Il y avait des KDM sur Kaizen. C'est complètement dingue. Moi je m'étais dit qu'ils allaient filer ça en mode route, c'est que du coup on allait pouvoir... Ah ouais, c'est chaud. Ah ouais, c'est des KDM flingués. Ah ouais, ils ont vraiment créé l'événement, quoi. C'est fou. Moi, je m'attendais à ce que vous ayez un DCP sans KDM qui allait rouler, et puis bon, bah, de toute façon, vu qu'il était sur YouTube le lendemain, tout le monde allait le supprimer de sa baie, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est ça aussi, c'est clair qu'Avatar. Non, mais c'est clair. C'est clair, j'ai vu des films plus connus que ça, enfin, en tout cas, des distributeurs plus, enfin, qui sécurisent moins leurs films, quoi. Je trouve ça complètement fou. D'ailleurs, je suis en train de me faire une liste des distributeurs qui n'ont pas de KDM sur leur film, et du coup, ça aide vachement avant de recevoir le film de savoir qu'il n'y aura pas de KDM dessus, pour pas trop t'en inquiéter, quoi. Bah, la liste est courte pour l'instant, mais tu as Memento, qui ne met pas de KDM la plupart du temps, les films du Préau, tout ce qui va être cinéma public film, donc plutôt les films pour enfants, et puis Jour de fête. Ça, c'est les 4 plus connus que j'ai, qui mettent jamais de KDM sur leurs produits. Et, et voilà, donc si ça t'intéresse, bah, tu gardes cette liste-là à côté de ta B, pour être sûr qu'il n'y ait pas de KDM. Et puis voilà. Donc je disais, j'ai vu un film en avant-première qui s'appelle donc Look Back, qui est un film d'animation japonais qui a été fait par la personne qui a créé Chainsaw Man, qui s'est distribué par Eurozoom, et donc c'est diffusé sur des séances bien précises. Je crois que c'est 2 séances. Je crois que Mio va peut-être pouvoir me confirmer ça s'il est toujours là. Ouais, c'est ça, il fait 57 minutes, ouais. 57 minutes, mais c'est vraiment adorable. Il aurait pas fallu qu'il fasse plus, mais on va revenir dessus dans tous les cas. C'est un chouette petit film, et je suis super content que Eurozoom ait décidé de le diffuser, dans les cinoches, parce que voilà, ils auraient très bien pu le revendre à Netflix ou à une plateforme, histoire de se faire un peu de blé, puis ils ont quand même décidé de le sortir au cinéma, donc c'est chouette. Je voulais revenir un petit peu sur Alien Romulus aussi, pour ceux qui l'ont vu, puis voilà, me donner un peu mon avis dessus, parce que j'ai vu les 4 premiers Aliens il y a quelques années, j'avais toujours un souvenir assez frais de ça. Et puis bon, bah, peut-être faire la comparaison avec Prometheus et Covenant, qui sont rejetés par les fans, dans tous les cas. Et ben, ce sera l'occasion peut-être de te donner envie d'aller voir des films, ou de te caler en salle, voilà, à l'occasion. Mais après, moi j'ai eu cette période-là, on en parle dans le podcast avec David, le dernier podcast qu'on a fait. Donc du coup, maintenant, il faut aller sur David Podcast. On fait plus de podcast avec Netflix. Mais si vous vous êtes tenté de les écouter, on en parlait justement de cette partie du mois de juin où on n'a pas du tout envie, on n'a pas du tout eu envie de parler, tout simple, enfin d'aller au cinéma, quoi, tout simplement. L'envie de la salle n'était pas là. Alors, est-ce que c'est le beau temps, même si on n'en a pas eu beaucoup? Est-ce que c'est l'envie de barbecue? Est-ce que c'est les films proposés en salle qui étaient pas ouf? Bah, du coup, je sais pas trop. Tu te fais chier sévère ici, ou ou tu te fais chier en salle. Mais voilà, donc à voir. Ah oui, oui, au ciné, bah oui, oui, c'est clair. C'est clair. Mais bon, après, il y a eu quelques films quand même qui sont sortis du lot. Moi, j'ai beaucoup aimé Le Comte de Monte-Cristo, qui était quand même sympa, il mérite ses entrées. Ben, j'ai l'impression que parfois, quand il y a trop de propositions, en fait, tu te rends compte que, ben, finalement, tu sais pas trop quoi aller voir, quoi. Et je trouve que le faire... On le voit, bah, justement, on en parle, on va en parler avec Kaizen, mais le fait de créer un événement inédit comme ça a rassemblé énormément de monde. Parce que, justement, c'était une séance complètement inédite. On savait qu'on allait en avoir qu'une seule. Et finalement, le lendemain, euh, il était sur YouTube, et les gens sont quand même venus payer 12, 13 balles leur place pour voir un film qui sortait le lendemain sur YouTube.
Donc c'est vrai que le côté événementiel, il est quand même pas mal. Mais les 2 rouleaux compresseurs de cet été, un petit truc en plus, c'est Le Comte de Monte-Cristo. En fait, ils ont déglingué la concurrence et il y avait plus de place pour personne. Les gens avaient pas envie d'aller voir autre chose que ces 2 films-là, quoi. Donc c'est vrai que les chiffres des autres films, bon après Deadpool a fait ses 3 millions d'entrées parce qu'il est voilà, c'est un Marvel et que les gens l'attendaient. Mais nous Garfield, il a pas trop marché, Deadpool a pas trop marché non plus, on sait pas pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on est dans une partie de la France où les gens étaient partis en vacances et que c'était le type de public qui était attendu sur Deadpool et donc à mon avis les gens sont allés le voir autre part. Mais c'est vrai que quand on compare les chiffres nationaux de Deadpool et de Garfield par rapport à ce que nous on a fait en ratio sur notre cinéma à nous, c'est vraiment chaud quoi. On est vraiment en dessous de la moyenne des entrées. Donc ouais, je pense vraiment que les gens étaient tout simplement pas là ou pas habitués à ce qu'on fasse une sortie nationale sur un film comme celui-là. Je sais pas. Donc là, ça reste un mystère pour moi. Ouais, les moins de 12 ans, hein, ça c'est sûr, mais voilà, en fait, on en revient à ça, c'est-à-dire que moi, en fait, j'habite une ville où il y a pas de lycée et les collégiens, en fait, j'ai l'impression que les collégiens étaient partis en vacances avec leurs parents, en fait. C'est le but de juillet et août, c'est tu pars en vacances avec tes parents, soit à l'autre bout de la France, soit ailleurs dans le monde, enfin voilà. Et en fait, si ça se trouve, ces gens-là ont vu Deadpool, mais ils l'ont pas vu dans leur ville dortoir, ils l'ont vu en vacances pendant qu'ils étaient, je sais pas moi, à Valras-Plage ou à Marseille. Et donc en fait, les villes comme nous, qui sont des villes qui ne sont pas touristiques, en tout cas pas pour cette tranche d'âge-là, bah du coup forcément on s'est planté avec ce genre de film. Et pareil pour Garfield, Garfield ça tape un petit peu plus haut au niveau de l'âge, j'ai l'impression que c'est plus pour le 8-10 ans, et nous la tranche d'âge des gens qui viennent en vacances, les gamins ont entre 4 et 7. Donc en fait on mise plus sur des films pour les tout petits quoi, on a bien fonctionné sur Vice Versa, sur Moi Moche et Méchant 4, mais beaucoup moins sur Garfield. Ah bah oui, oui, il en faut pour tout le monde. Ah mais carrément, on a super bien fonctionné par contre pour on va pas se leurrer, pour les films pour les vieux. En fait, tout ce qui est un petit truc en plus, les gens d'à côté, là on est en train de passer Fêlé et à l'ancienne, et, et ça fonctionne super bien. 16 salles, ouais, j'avoue que 16 salles, moi ça serait... je vais pas... 16 salles ça fait beaucoup, mais là j'avoue que moi une deuxième salle j'aurais pas dit non. Ah bah tu vois, pourtant nous Fêlé, alors il fait pas des chiffres de dingue parce que là on le passe au mois de septembre, mais en vrai pour un mois de septembre, il est quand même dans les chiffres. À l'ancienne, on l'attend, on espère qu'il va faire du monde, mais c'est vrai que c'est difficile à prévoir. Là en ce moment, les chiffres sont vraiment flingués. Ah, vous avez déprogrammé Fêlé? Bah nous on le garde 2 semaines parce que voilà, on l'a eu tôt et du coup on s'était dit que ça fonctionnerait bien. Mais alors, c'est marrant parce que c'est un film pas de distribution. Et du coup, ils se sont tapés un énorme succès avec un petit truc en plus sans le faire exprès. Et puis en fait, Fêlé, qui est à peu près dans la même lignée au niveau, on va dire, euh, comment dire, personne un petit peu rejetée par la société, etc., fait un beat complet, quoi. Donc c'est encore une fois l'effet boule de neige qu'il y a eu du 1er mai sur un petit truc en plus qui l'a fait réussir. Bah non, 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 il y a des très bonnes années pour certains studios, de très mauvaises pour d'autres, et puis des années moyennes pour la plupart d'entre eux, hein. Donc voilà, après ça dépend des films que tu sors, ça dépend de ce qui était en production il y a 2 3 ans et qui vient d'être terminé. Dans tous les cas, on voit que d'année en année, il y a des distributeurs qui sont moins présents que d'autres et qui y reviendront l'année d'après, parce que en fait ils ont pas d'un nombre de studios infini et que... D'ailleurs, faudra qu'on en discute, faudra que je fasse des recherches là-dessus, mais moi je suis très étonné par le rythme de production des plateformes de streaming. C'est-à-dire que sortir autant de séries et de films par an comparé à un distributeur connu ou à un producteur connu américain, par exemple, ça me semble complètement fou. Je sais pas combien ils ont de plateaux, je sais pas s'ils ont des sociétés de production qui utilisent des plateaux à part, mais je trouve ça complètement dingue. Et ouais, c'est vrai qu'un petit truc en plus, nous c'est pareil, on l'a eu en 4e semaine, je crois, ou 3e semaine, parce qu'on a vu le phénomène, mais en vrai personne l'a vu venir. Personne l'a vu venir. Même eux, hein, je veux dire, ils l'ont sorti le 1er mai en se disant bah, c'est un jour férié, mais de toute façon personne va au cinéma le 1er mai. Et en fait, il a fait tellement dégueulasse que ben voilà, ça est l'effet boule de neige quoi. À l'inverse, par exemple, d'un Intouchable qui a eu 12, 13 ou 15 millions d'entrées, je sais plus,
et qui lui, par contre, a été très apprécié pour la qualité et puis la tenue sur la longueur, parce que les gens ont vraiment apprécié le film, et l'effet de boule de neige vient de la qualité du film, plus que par sa période de sortie, quoi. Ah bah ouais, voilà, c'est ça. Ouais, non, mais ça m'étonne pas, en fait, c'est beaucoup de locations, finalement, chez Netflix, en fait, ils utilisent les studios des autres, avec de la coproduction, etc., et puis, en fait, les chaînes de télé, après, ramassent les miettes, quoi. Ouais, mais bon, ça fait plaisir parce que nous, ça nous a fait cartonner notre été, et puis ça a fait plaisir à tout le monde, que ça soit aux exploitants, aux spectateurs, d'avoir un film qui plaise à tout le monde, au plus grand nombre, que tu puisses aller voir en famille, et puis rigoler quand même pas mal. Donc, dans tous les cas, on est quand même super content. Comparé à l'année dernière où finalement tous les films se tiraient un peu la bourre, bah lui, voilà, il a dépassé tout le monde, et puis ça a fait des entrées partout en France, et on peut que le remercier pour ça. Pareil pour Le Comte de Monte-Cristo, qui est quasiment à 10 millions, je crois qu'il vient de dépasser les 9 millions d'entrées. Le film est sorti au mois de juin, on est au mois de septembre, il est encore diffusé dans la plupart des salles de France. Je trouve ça extraordinaire. Pour un film en costume, qui modernise très légèrement, enfin qui modernise les contes de Dumas, je, je trouve ça fou. Je trouve ça fou que les gens y aillent au cinéma voir un film d'époque, quoi. C'est le genre de film maintenant sur lequel on ferait pas forcément le pari, donc c'est fou. Mais Kaizen, c'est pareil, ouais, je pense que là, pour le coup, il y a un fossé de génération. Il y a vraiment un fossé de génération sur Kaizen où les personnes qui voulaient voir Kaizen et les personnes qui avaient la possibilité de le diffuser sont vraiment il y a un saut de 2 générations entre les deux, quoi. C'est les petits-enfants des uns pour les grands-parents des autres, et donc forcément, tu peux pas comprendre le phénomène. Même moi, je le comprends pas. J'ai 35 ans, Inoxtag, je n'irai jamais regarder une seule de ses vidéos, mais j'ai l'impression qu'on est un petit peu sur les chemins, comment dire? Les chemins séparés qu'on pourrait avoir avec Michou et Inoxtag. C'est-à-dire que Michou a voulu partir vers le côté télévision avec, Danse avec les stars d'internet, qui a super bien fonctionné, qui a permis à TF1, en fait, de récupérer un public qu'ils avaient plus depuis très longtemps, et ça a été une super expérience, et pour les internautes et pour les gens de la télévision. Et pareil, du coup, avec Inoxtag, qui est parti faire son truc, avec Kaizen, avec un super réalisateur qui lui a fait des plans de folie, et qui lui a permis finalement de pouvoir, comment dire? De pouvoir, passer par la case cinéma, et donc du coup de ramener des jeunes qui n'avaient pas forcément l'idée d'aller au cinéma, pour l'instant, quoi. Attends, c'est ces générations. Ouais, Kaizen a été racheté par TF1+, mais il a été racheté après, apparemment, après sa diffusion ciné. C'est-à-dire que TF1 s'est précipité auprès d'MK2 pour dire ok, on rachète les droits télé. Il n'y a pas eu de ce que j'ai compris, il n'y a pas eu de fonds donnés en pré-production. Donc du coup, euh, c'est pareil. En fait, TF1 n'y croyait pas. Il n'y avait pas de diffusion de télé possible. Je veux dire, le film sera disponible sur YouTube. Le film sera disponible gratuitement sur YouTube. Enfin, gratuitement. On va en parler parce que vraiment, ça a été très compliqué à regarder. Mais et en même temps, TF1 se dit tiens, je vais quand même le diffuser à la télé. Il va le diffuser en troisième partie de soirée. Pardon, j'ai claqué les mains. En troisième partie de soirée. Donc ça veut dire que, enfin, c'est quand même bizarre comme idée de diffusion parce que tu vas pas avoir les jeunes en troisième partie de soirée. Et surtout que ce sera après koh après koh la deuxième partie. Donc en fait, sachant qu'il y a déjà 11 millions de personnes qui ont vu. C'est 11 millions? Je sais plus. Ou 7 millions de vues, je sais plus. Enfin bon, bref. Déjà qu'il y a pas beaucoup de monde qui a vu Kaizen sur YouTube, je comprends pas trop l'idée de le mettre sur TF1+ et TF1, à moins que ce soit simplement de la recherche. euh, Comment dire? De la recherche aléatoire, en fait. C'est-à-dire que tu vas être sur TF1+, tu vas dire, tiens, il y a un documentaire sur l'Everest, et tu vas regarder ça, mais tu vas pas le regarder pour Inoxtag. Donc je sais pas. Bah, je pense pas qu'il l'ait payé une blinde, parce que ça reste une vidéo, encore une fois, qui est disponible sur YouTube, mais enfin voilà, Ouais, alors, ouais, c'est ça. Oui, bah oui, tout va dépendre du prix, ouais, c'est ça, c'est en fonction du prix qu'ils ont mis. Après, il sera forcément mis en avant les premières semaines ou les premiers jours, parce que bah, toutes les nouvelles disponibilités de TF1+, sont mis en avant sur la plateforme.
Donc, on verra. De toute façon, on en parlera avec David, on parlera des chiffres de Kaizen sur TF1. C'est hyper intéressant d'analyser ce genre de trucs et de voir un petit peu ce que ça peut donner. Après, on est toujours content de voir qu'on a eu tort. Moi, je suis toujours content de voir qu'on a eu tort. Ah bah non, on va pas faire ça, ça c'est sûr. Voilà. Moi, je suis toujours content de les voir sortir un petit peu de leur chambre, entre guillemets. Attention, je suis pas péjoratif. Je suis un gros consommateur de YouTube. Je regarde des vidéos débiles sur YouTube entre 3 et 4 fois par semaine. Mais ça fait toujours plaisir de les voir partir sur des gros projets. Par exemple, c'est vrai qu'Amixem, moi je regarde toutes les vidéos d'Amixem, je le soutiens là-dessus, parce que j'adore regarder les vidéos où il part visiter la NASA, il est parti en Antarctique, et on sait que toutes les petites vidéos, normalement, servent à financer les grosses. Et là, en ce moment, Amixem, il part sur un full entertainment, même les vidéos les plus chères sont du full entertainment, et du coup, c'est vrai que parfois c'est un peu dommage, on se dit mince, on aimerait bien découvrir des choses avec ces gens-là, tu vois. C'est pas comme quand tu vas voir des vidéos du Grand JD ou des vidéos de Dr Nozman. Nozman, quand tu vas voir ces vidéos, tu sais que tu y vas pour découvrir quelque chose. Et ah oui, donc ah oui, donc du coup toi t'as pas de pub. Thomas, toi t'as pas de pub. Mais en fait, bah du coup, tant qu'on est dedans, en fait, on va parler de Kaizen. De toute façon, c'est un peu disparate, l'émission est un petit peu... voilà, cette première émission est complètement dans le flou, mais au moins ça nous permet de discuter ensemble. Mais il y a eu un gros souci avec Kaizen, c'est qu'en fait la consommation est très particulière d'aller sur YouTube, quand tu n'as pas Premium, tu te tapes une pub d'1 minute, toutes les, je dirais 15-20 minutes, sur un truc de 2h30. Hein. Sur un truc de 2h30, et encore 20 minutes, je crois que je suis gentil, hein. Je crois que c'est moins de 15 minutes, tu te tapes une minute de pub. Vraiment, je trouve ça hyper désagréable. En plus, il faut savoir qu'à la télévision, les pages pub, elles sont prévues à un instant bien précis. Ils le savent, la pub va tomber à tel moment dans la vidéo. Là, c'est complètement aléatoire. Donc c'est très perturbant, parce que parfois tu es au milieu d'un dialogue, tu es au milieu de ce qui ressemble à un truc full émotion, mais à aucun moment tu n'as... Mais du coup, tu as cette pub qui tombe. Tu as cette pub qui tombe à ce moment-là, et du coup, ça te bloque dans ton truc, quoi. T'as un super plan sur une montagne, ça tourne dans tous les sens, machin et tout. T'as un vol en drone et pub. Et tu reprends sur le vol en drone. Quitte à reprendre une pub, autant reprendre une pub sur un dialogue, ou enfin, tu vois, après une pub, tu reprends sur un autre plan. Mais non, là, le plan continue. Et ça, normalement, sur une chaîne de télé, c'est niette, quoi. Bah, alors, je sais que pendant un temps, ils pouvaient choisir, parce que je sais que, par exemple, McFly et Carlito, ça leur arrive dans certaines vidéos de jouer avec ça. C'est-à-dire que parfois, McFly, il claque des mains, ou il dit «Ah, maintenant, il y a une pub». Et il y a effectivement une pub qui est là à une demi-seconde, une seconde près. Donc ça veut dire qu'ils peuvent quand même, normalement, choisir à peu près où sont leurs pubs. Et ouais, mais tu peux pas toutes les interrompre, en fait. Tu peux pas toutes les interrompre, et même, encore une fois, il y a le principe de... moi, là, je suis en train de regarder un docu. Kaizen, c'est un documentaire pour moi. C'est de la vie réelle qui a été filmée pour représenter un sujet bien particulier. C'est du documentaire. À la télévision, j'aurais jamais autant de pubs d'affilée. Je vais avoir peut-être 3 ou 4 minutes de pub à la moitié du docu, mais je me tape pas une minute de pub toutes les 10-15 minutes. C'est hyper frustrant, ça te bloque, ça te sort de ton truc. Mais en fait, M6 Plus et TF1 Plus, et c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, M6 Plus et TF1 Plus font la même chose. Si tu regardes un truc sur TF1 Plus ou M6 Plus, il y a le même problème de ces pubs qui apparaissent à des moments complètement inopportuns, de façon récurrente et sur des courtes durées. C'est hyper désagréable, je ne comprends pas. Bah, du coup, ouais, c'est bien, Mio, du coup, on peut en parler et voir un petit peu, voilà, la qualité du film. En fait, Kaizen, ce qu'on peut pas enlever à Kaizen, c'est la qualité des plans. Les plans sont magnifiques, c'est filmé avec des caméras haute qualité qui sont absolument extraordinaires. Vraiment, tout est de super bonne qualité. Moi, j'ai pu le regarder sur ma télé en 4K. C'est une télé OLED 4K, et vraiment les plans, je n'ai jamais vu une vidéo YouTube, j'ai jamais vu une vidéo tout court d'ailleurs qui filme des plans de montagne, des choses comme ça.
aussi belle que sur Kaizen. C'est absolument magnifique. Il y a des moments qui sont clipesques, dans le sens où c'est super bien filmé, il y a des plans en contre-plongée, il y a du drone, il y a des caméras qui tournent tout autour, le mec a pris une perche pour pouvoir filmer Inox d'en dessous, parfois, sur des lieux qui étaient un peu dangereux. Du coup, ça crée un effet de style qui est vraiment sympa. Mais alors, par contre, au niveau de la composition du film et de comment il est construit, c'est complètement flingué. Il n'y a aucune émotion, il part pas sur les bons sujets. C'est moi, tout le temps. C'est Inoxtag qui, soi-disant, dit qu'il fait son record, en gros, d'une vie pour monter l'Everest, sauf qu'on le voit pas s'entraîner, on le voit pas changer d'alimentation, on le voit pas acheter son matos, on le voit une fois apprendre à faire un nœud de corde au tout début du truc, et après, bah, monsieur est trop doué et il sait tout faire. Il présente les Sherpas, alors, voilà, ça par contre c'est un truc que je voulais en parler, je trouve ça un petit peu méchant, les gens sur Twitter qui disent ouais bah le mec a payé et en fait il remercie même pas les Sherpas et gna gna gna, c'est faux. C'est faux, le mec remercie pas mal de fois les Sherpas, il est super sympa avec eux, etc. Je veux dire, les Sherpas c'est leur boulot. Alors, effectivement, s'il fallait être objectif, il faudrait créer de l'emploi pour ces gens-là, mais pas les faire aller au sommet de l'Everest. Je veux dire, c'est hyper dangereux, ces gens-là, ils bossent, ils sont payés, on va dire, une misère par rapport à la dangerosité de leur métier, mais oui, mais c'est ça, c'est pas voilà, tu vois, c'est le matin. Sensationnaliste, effectivement, mais regarde, en fait, il y a un moment, je suis désolé, je vais te spoiler, Thomas, mais en fait, il y a un moment où il est dans le doute. Il y a un moment où il revient et en fait, il laisse tomber et du coup, il perd un petit peu tout ce qu'il a gagné en fait à monter ses premières montagnes en Italie et tout ça. Et du coup, il décide de dire ouais, bah, vas-y, je reprends l'entraînement. Et en fait, ce moment-là est ridicule. C'est un clip. C'est-à-dire qu'en fait, il y a rien. Ce qui est marrant dans le documentaire, ce qui est un moment intéressant. Alors c'est marrant parce que hier j'ai passé Toubib au cinéma, qui est un vrai documentaire pour le coup, parce qu'il y avait 3000 heures de rush, et dans ces 3000 heures de rush, il y a énormément de moments aléatoires. Il y a des moments où il s'est passé des choses qui n'étaient pas prévues. Et ouais, c'est vrai que le montage façon Décathlon, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et en fait, c'est une pub. Ce moment-là, ça dure peut-être 3 minutes, c'est une pub. C'est filmé comme une pub, c'est monté comme une pub, c'est réalisé comme une pub, c'est atroce. Et vraiment, tu le vois genre en mode, ouais, je suis trop en mode shonen, en fait, je suis trop un bon gars, et du coup, en fait, j'arrive trop, machin, etc. Et c'est ridicule. C'est ridicule, en fait, parce que nous, ce qu'on veut dans un documentaire, c'est les moments de doute, c'est de l'émotion, c'est de la rencontre. Le seul truc qui correspond à un vrai documentaire, en fait, c'est des plans. C'est les plans au drone que t'as quand il est sur une montagne, etc. Et c'est pareil, sur 2 h 30, le film fait 2 h 30, et j'ai l'impression d'avoir vu du vide. En fait, je comprends pas comment le truc peut faire 2 h 30, en fait. En plus, je l'ai regardé en plusieurs fois, mais je comprends pas comment le truc peut faire 2 h 30. Parce qu'en fait, il y a tellement peu de moments d'émotions précises que ça en fait un espèce de truc un peu vague où tu le vois monter des montagnes. Mais ouais, parce qu'en fait, Nat Geo, mais tu regardes même RMC Découverte ou RMC Story, en fait, leur but, même si parfois on y a des émissions un peu flinguées comme les camionneurs de l'extrême, etc., ça va toujours aller chercher un montage, mais qui va pas être nombriliste. Ça va être un montage et une réalisation qui va te montrer, je sais pas comment expliquer, mais vraiment on a cette sensation que c'est du moi tout le temps, c'est hyper désagréable. Et le pire, c'est la scène de fin, quoi. La scène de fin, enfin pas la scène de fin, enfin si, l'espèce de séquence de fin à partir du moment où il arrive au sommet, il te sort un espèce de monologue, mais flingué du cul, en mode faut arrêter les écrans, croyez en vos rêves, allez-y jusqu'au bout. C'est ridicule, en fait. Bah oui,
Mais tu vois, en plus, il se plaint, il dit ouais, il y a trop de monde, du coup ça devient dangereux, parce que les gens qui savent pas faire, en fait, ils bloquent sur des moments bien précis, et du coup, en fait, ça fait des bouchons, et les bouchons, ils sont dangereux. Mec, t'es en train de monter, littéralement, l'Everest en moins d'un an. Ouais, non, mais c'est ça. Et en fait, en fait, il est complètement contradictoire avec ce qu'il a envie de dire. Il n'y a pas véritablement de dépassement de soi. Enfin, en tout cas, s'il y a eu du dépassement de soi, il le monte pas. Il le montre pas. Oui, en plus, il le fait avec Oxygène. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui le font avec Oxygène. Il y a quand même que 0,3% ou 5% qui montent l'Everest sans Oxygène. N'empêche que il y aurait quand même beaucoup moins de monde si on interdisait les bouteilles d'oxygène en haut de l'Everest. Et ça, il y aurait quand même beaucoup moins de problèmes climatiques à ce niveau-là. Euh, et voilà, c'est exactement ça. En plus, à un moment, il arrive, il dit ouais, c'est dégueulasse. Les gens, ils ont laissé leurs papiers, ils ont laissé les tentes parce qu'ils ont dû redescendre, etc. Et il y a son pote qui lui explique, qui lui dit bah ouais, mais le problème, c'est que vu que les mecs sont hyper fatigués, que souvent il y a des problèmes climatiques en haut de enfin des problèmes de tempête, etc. En bas de l'Everest, enfin en haut de l'Everest, bah les mecs veulent pas claquer, du coup ils laissent tout là. Donc, t'as les deux arguments, t'es en mode, bah ouais, dans tous les cas, toi tu veux pas claquer, donc forcément, bah tu laisses ton attirail là, et ça reste là, mais en même temps, tu dis, bah est-ce que finalement, ce serait pas au pays d'interdire tout simplement la montée de l'Everest en tant que tourisme, quoi. Bah, en fait, moi je pense qu'il y a quand même un effort physique. Je veux dire, moi j'aurais tout le blé du monde, je me sens pas de monter l'Everest. Je me sens pas de monter l'Everest parce que je pense qu'il y a un effort physique à faire, même avec Oxygène, que moi je peux pas faire. Euh, mais de là, en fait, il y a un fossé entre le fait de montrer que tu veux monter l'Everest et y arriver, et le fait de ne pas montrer tous les efforts que tu fais pour y arriver. À partir du moment où ton montage d'entraînement, c'est un truc à la Rocky qui dure 3 minutes sur 2 heures et demie, en fait, il n'y a pas d'effort. L'effort, tu le montres pas. Tu montres pas que toi, t'en as chié, en fait, pour arriver là-haut. Alors que n'importe quel documentaire télévision de l'Everest va t'expliquer sur 1 heure, sur 2 fois 52 minutes de montée de l'Everest, tu vas avoir déjà un premier 52 minutes de préparation. Tu vas voir le gars s'entraîner, tu vas voir le gars dire que c'est dur, tu vas avoir tout un historique sur qui sont les personnes qui ont réussi à monter l'Everest, etc., etc. Il n'y aurait pas sa communauté, est-ce que ça aurait eu cette résonance? Euh... Je pense que s'il n'y avait pas eu la communauté, déjà s'il l'avait pas sorti au cinéma, je pense qu'il y aurait eu moins d'écho. Parce qu'en fait, c'est la sortie au cinéma, le fait d'avoir fait 300 000 entrées en une seule journée, sur une seule séance, déjà ça a créé le phénomène. Après, dans tous les cas, le mec a annoncé il y a un an qu'il allait monter l'Everest, la vidéo elle est sortie, il aurait battu un record. Dans tous les cas, on en aurait parlé, peut-être beaucoup moins, mais on en aurait parlé parce que dans tous les cas, le record, il aurait été établi à un moment ou à un autre, parce que les gens l'attendaient, ce documentaire. Il y a énormément de monde dans les gens qui sont allés le voir au cinéma, qui, à mon avis, l'ont regardé une deuxième fois sur YouTube. Après, le permis de monter l'Everest, tu payes ça au gouvernement. Ah ouais, ouais, non, mais c'est complètement un business, et d'ailleurs, le Népal, c'est une grosse partie de leur recette touristique. Donc ils peuvent pas s'en passer en fait. Ça ils l'expliquent, mais là c'est pareil. En fait c'est 3 lignes de dialogue où ils expliquent ce principe de tourisme népalais où en fait bah, le Népal a pas vraiment le choix s'ils veulent avoir un minimum de touristes, il faut qu'ils gagnent leurs sous avec ça. S'ils veulent un peu de sous touristiques, il faut qu'ils continuent à faire les montées de l'Everest. Mais tu vois ça s'est expliqué dans une ligne de dialogue par son pote là, je sais plus comment il s'appelle. Et en fait, c'est dommage. C'est vraiment dommage de mettre aussi peu d'émotion et aussi peu d'entrain à montrer ce qu'est l'Everest et de plutôt montrer que bah, lui, il y est arrivé, quoi. Mais c'est même pas un biopic parce qu'en fait, il parle même pas de lui. Il cache le visage de ses parents. On entend juste sa mère une fois parler et son père une fois parler à travers un téléphone. Mais il parle pas de sa vie. Il n'y a pas d'introduction sur qui est Inoxtag. C'est directement genre Inoxtag veut monter l'Everest, tu vois. On montre un peu vite fait bah, le fait qu'il ait fait des vidéos avec Michou et tout, mais ça passe très vite. En fait, si tu veux voir un vrai docu de YouTuber, faut regarder le documentaire sur Squeezie par exemple.
Ça, c'est du vrai docu, où on commence au début de sa vie, avec les images qu'ils ont, et ça va jusqu'à nos jours, il y a quoi? Il y a 1 an à peu près, au moment où il a voulu arrêter, YouTube. Bah, faut le classer dans, vidéo YouTube, qui s'est retrouvée au cinéma. C'est une vidéo YouTube, comme tu pourrais avoir, je te dis, Amixem qui est parti, en Antarctique ou, je sais pas moi, qu'est-ce que j'ai vu récemment? Ou, le Pétanque Explorer de McFly et Carlito, quoi. C'est le même deal. C'est le même deal, c'est une vidéo YouTube avec d'énormes moyens. Et le fait d'avoir diffusé ça au cinéma, je pense que c'est ça qui crée la polémique. Si ça n'avait fait qu'une vidéo YouTube, c'est-à-dire la vidéo YouTube d'Inoxtag, les fans d'Inoxtag et quelques autres auraient regardé la vidéo, ça aurait fait son petit phénomène, mais je pense que moi je l'aurais pas regardé par exemple. Ouais, voilà, c'est ça, parce que lui, en fait, derrière, en fait, il faut bien comprendre ça, c'est que souvent, un documentaire sur une montée d'Everest. Bah, le mec veut monter l'Everest et comment dire? Le mec veut monter l'Everest et en fait, il y a une chaîne de télé qui va arriver, il va se faire financer sa montée de l'Everest par une chaîne de télévision. Donc du coup, on te voit. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux prendre tes chaussures? Si vous avez vu une tête ici, là, c'était ma femme. Euh, qui est adorable puisqu'elle essaie de ne pas se montrer à la caméra. Ça a été vu. Ah, c'est les aléas du direct. C'est les aléas du direct. Bref, je reprends. C'est pour ça que j'ai pas réussi à finir ma phrase et que je suis parti un peu en vrille. En guest star, exactement. La meilleure des guest stars. Bref, donc, je disais, un mec qui veut monter l'Everest, il va essayer de trouver les financements. Mais son but, c'est de monter l'Everest. Et du coup, il va essayer de se faire financer, par exemple, par une chaîne de télé. La chaîne de télé va dire, ok, on vous finance, on vous suit avec une caméra, on y va. Et le mec dit, ok, on y va. Par contre, moi, je me débrouille. C'est-à-dire que je fais mon truc, vous me filmez, mais par contre, moi, je suis dans mon coin. Et si votre caméraman n'y suit pas, c'est pas mon problème. Vous m'avez financé ma montée de l'Everest. Là, la différence, c'est que la montée de l'Everest de Inoxtag, elle sera financée et par ses partenaires et par les vues qu'il fera sur YouTube après. Donc c'est pas un délire en mode vas-y je lâche les douilles et je me fais mon plaisir. Parce que s'il avait vraiment voulu se faire plaisir en fait, il se serait pas filmé. S'il avait vraiment voulu faire la montée de l'Everest, il aurait pris sa petite caméra, son petit je sais pas, sa petite GoPro, il l'aurait foutu à 2-3 endroits différents, il aurait essayé de faire des petits plans à droite à gauche, et il aurait fait sa montée de l'Everest avec ses Sherpas, et ensuite il revient, et il fait une vidéo facecam en mode bah, j'ai monté l'Everest les gars, voici quelques photos, mais en tout cas c'était cool, je me suis retrouvé tout seul. Même la partie, parce qu'à la fin, et ça je suis désolé, gros spoil, mais en fait il y a un épilogue où en fait il s'est dit j'ai pas envie de recommencer YouTube après ma montée de l'Everest, pardon, je pars à Cuba, je vais bosser dans des champs de canne à sucre. Ah mais en plus, à un moment, alors moi j'en ai une, je l'ai pas là, j'ai une Air-Up. J'ai une Air-Up et à un moment je vois le mec boit dans sa Air-Up. Et genre en vrai le plan est pas beau en fait et c'est ça qui m'a traumatisé, c'est que vraiment genre tous les plans sont beaux et à un moment tu le vois en train de boire dans sa Air-Up et le plan est pas beau et il dure super longtemps et à un moment il y a un pote hors caméra qui lui dit et alors à 3000 mètres d'altitude elle vaut quoi l'eau de la Air-Up et il fait ah bah c'est bon elle est nickel c'est super propre et tout et on y a droit une deuxième fois dans le documentaire où pareil il reparle de la Air-Up parce qu'il est à 5000 mètres d'altitude et il a sa Air-Up et il est en train de la boire et tout il est en train de boire dedans et tout pareil à un moment il se passe de la crème et il montre la marque à l'écran et ça c'est un truc qui supprime complètement le truc docu, quoi. Mais et voilà, et en fait, c'est atroce de voir ça, et après, donc du coup, tu vois plus que ça. Tu vois plus que ça, tu vois plus que les noms. Il a toute sa manche gauche qui est remplie, en fait, de sponsors sur son truc North Face, là. Il a full sponsor, en fait, sur son truc gauche. Et ouais, voilà, la crème, la crème de montée, la Herborian, et... Ah, mais non, putain, mais c'est atroce, il y avait une pub juste avant, quoi.
C'est débile. Et du coup, et c'est là, tu vois, et c'est là que tu peux confirmer qu'en fait, c'est une vidéo YouTube. C'est une vidéo YouTube et c'est pas un documentaire. C'est une putain de vidéo YouTube qui a été financée par des marques et le mec a monté l'Everest grâce à des marques, quoi. Et ça m'emmerde parce que tu vois, genre le GP Explorer, Squeezie, je trouve qu'il a fait ça bien, tu vois. Dans le sens où il y avait énormément de sponsors, mais n'empêche que on les voit quasiment pas dans le sens où bah, le but c'est quand même le sport, quoi. Il y a ce côté F1, tu vois, moi je l'ai regardé un peu, le GP Explorer, et le côté marque m'a pas frappé, en plus le sport est déjà rempli de marques. Donc c'est pas très grave que t'aies plein de marques qui sponsorisent le GP Explorer, puisque on en a l'habitude. Mais là, faire une montée de l'Everest, où tu fais 2-3 fois pendant 2 heures et demie de la publicité pour des produits qui n'ont rien à voir avec l'Everest, c'est vraiment compliqué, quoi. Et ouais, c'est ça. C'est ça. Donc vous avez dû avoir de la pub avant spécial Kaizen, quoi. Et franchement, c'est pas cool. Et pour revenir à la fin de la vidéo, en fait, donc il part à Cuba. Et il dit, ouais, je voulais couper de tout, je voulais pas reprendre les téléphones. Et c'est là qu'il sort son gros monologue, genre, arrêtez les écrans. En fait, votre Everest, c'est peut-être pas une montagne, mais si vous la montez petit à petit, ben un jour vous arriverez au sommet. Si vous la regardez d'en haut, vous allez vous dire, ah ben c'est pas possible. Mais si, en fait, c'est possible. Bah oui, mon gars, c'est possible quand t'es sponsorisé par 14 marques différentes qui vont te filer 10, 15, 20, 30 000 euros chacune. Oui, c'est forcément possible. Moi, j'adorerais financer mes vidéos sur le net et puis pouvoir vous emmener sur les tournages de films et puis dans les festivals. Bah oui, quand t'as les fonds. Quand t'as les fonds, c'est facile. Quand on te le sponsorise. Moi, il n'y a aucun problème. Si vous me sponsorisez, je fais absolument tout ce que vous voulez. Je lâche mon job et je fais tout ça. Donc, il n'y a pas cet esprit. En fait, il fait croire qu'il y a un esprit sportif, qu'il y a un esprit shonen, mais en fait, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a vraiment pas ça. Euh, Parce que tout simplement, c'est pollué par des idées youtubesques qui sont ancrées depuis des années et qui correspondent pas du tout à notre génération. Je pense que la génération des plus jeunes, ceux qui adorent Inox Tag, ceux qui adorent Michou, en fait, ça les gêne pas toutes ces pubs-là. Mais nous, on a connu YouTube à une époque où il n'y avait pas de pub, où les mecs se débrouillaient dans leur chambre et faisaient des trucs un peu artisanaux et ça rendait le truc ben, hyper beau en fait de se dire bon c'est pas la qualité de la télé mais n'empêche que le mec s'est débrouillé tout seul pour faire un truc hyper propre. Et ben Thomas, merci beaucoup pour cette prochaine venue, pour ma première venue, j'espère que tu reviendras. Et ben voilà, tu fus là et franchement on espère te revoir dans 15 jours du coup parce que voilà Cryptix ce sera tous les 15 jours. Mais de toute façon, on arrive tout doucement à la fin de de ce débat sur Kaizen, puisque, eh ben allez, avec plaisir. Avec plaisir, on se reverra du coup dans 15 jours, ou peut-être la semaine prochaine, si je suis motivé, mais à mon avis, ce sera plus dans 15 jours, parce que j'aurai pas des trucs à dire forcément toutes les semaines. Mais voilà, donc Kaizen, assez mitigé quand même sur le, sur le fond, beaucoup moins sur la forme. Voilà, donc si vous voulez voir des superbes plans en fond, le laisser tourner sur votre télé pour voir des superbes images de montagne, ben n'hésitez pas. Surtout si vous avez une télé ou un écran de bonne qualité sur votre ordi. Par contre, pour tout ce qui est fond, c'est vraiment pas terrible. Et ça pose débat sur la mentalité. Oh, je vais faire mon vieux con, hein. Mais ça pose débat sur la mentalité de la nouvelle génération, à savoir est-ce que vraiment l'esprit shonen c'est une bonne chose. Surtout selon les moyens qu'on a. C'est-à-dire qu'avoir l'esprit shonen quand tu vis dans une famille défavorisée, t'as beau avoir ton esprit shonen, t'en as quand même que 1 ou 2% qui vont réussir à percer avec un peu de chance, quoi. Donc lui avait déjà réussi à percer au moment où il a voulu faire sa montée de l'Everest, tant mieux pour lui. Il a réussi à la financer de façon bah, youtubesque, hein, encore une fois. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un problème de mentalité et de moralité sur cette vidéo YouTube. Tu vois, je l'appelle même plus un documentaire. Je peux même plus l'appeler un documentaire maintenant qu'on a eu le débat. C'est pas un documentaire, quoi. C'est pas un documentaire parce que ça parle pas de l'Everest. Ça parle d'un mec qui monte l'Everest sans difficulté. Donc c'est un peu...
c'est un peu chaud, quoi. C'est un peu particulier. Mais bon, voilà. En tout cas, vous avez mon avis sur Kaizen. J'ai eu le vôtre aussi. Et voilà. Bon, c'était une expérience à vivre. Au moins, on peut en juger. Maintenant qu'on l'a vu, on peut en juger, puisque, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui parlent sans l'avoir vu, qui ont juste vu soit la bande-annonce, soit quelques extraits. Et donc, du coup, c'est vrai que c'est quand même mieux de l'avoir vu pour le juger. Je vais revenir vite fait. Alors, je voulais parler d'un truc. C'est vrai que depuis tout à l'heure, j'avais prévu de vous mettre des images et tout, mais du coup, je l'ai pas fait. Donc là, je vais le faire. Je voulais parler d'un truc. Alors, est-ce que ça marche? Ça marche pas. Pourquoi ça marche pas? Là, ça marche mieux. Je voulais vous parler d'un truc, je voulais vous parler de ça. Parce que j'ai la pub qui m'est tombée dessus sur Insta il y a pas longtemps. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Ça s'appelle INA Media Clip. Donc pour ceux qui connaissent pas l'INA, en fait c'est l'Institut National de l'Audiovisuel, si je me trompe pas. Et en fait l'INA, depuis quelques années, a réussi à percer sur Internet via TikTok, Instagram, etc. Et du coup, on peut utiliser les images de l'INA, donc c'est des images d'archives de la télévision, et on peut utiliser ces images-là, en fait, pour les mettre dans nos vidéos, etc., etc. Et je suis tombé sur une pub, alors est-ce que je vais réussir à vous mettre la pub? Oui, normalement, oui, ça va être ici. Alors, non, c'est pas là, c'est là, voilà. Ici, vous avez donc la pub pour l'INA. Je vais vous la mettre en full screen, voilà. La pub pour l'INA qui vous dit créer sans vous soucier des droits, l'offre de l'INA dédiée au contenu, etc. Si je clique là, ça marche pas. Ici, donc, plus de 30 000 vidéos captivantes à télécharger, téléchargement illimité pendant 1 an. Alors moi, bon enfant que je suis, je me suis dit trop bien. Maintenant que je reprends Netflix, 1 an de vidéos via l'INA, ça va me permettre de faire des montages de fou pour mes réels, puisque c'est gratuit pendant 1 an. Et quand vous allez sur le site de l'offre de l'INA, hop, je vais cliquer dessus, et on arrive ici. Et là, il vous explique effectivement, profiter de l'INA, pendant 1 an, en illimité, grâce à MediaClip, etc., etc. Tu dis, bon, 30 000 vidéos d'archives, ça paraît quand même pas mal. Quel est le prix? Pour 500 €, bénéficier d'1 an d'un accès illimité à toutes les vidéos de MediaClip. Et ça, les gars, ça, c'est quand même fou. Parce que qui, dans les petits youtubeurs, les petits mecs qui font des vidéos sur Insta ou sur TikTok, vont aller mettre 500 balles pour profiter des droits des vidéos pendant 1 an? C'est pas un tarif à proposer à quelqu'un qui commence sur Internet. Les gens qui sont là depuis longtemps, les gens qui ont déjà accès à tout ça financièrement, ils n'ont pas besoin de ce forfait-là, puisqu'ils payent les droits, ils ont sûrement un accès, soit via Webedia, soit via leur boîte de prod, qui payent dans tous les cas, à un moment ou à un autre, soit l'INA, soit l'ARCOM, soit la SACEM, pour avoir accès aux images dont ils ont besoin. Moi, je viens de commencer, j'ai 600 personnes qui me suivent sur Insta, et l'INA a considéré que je faisais partie de la clientèle qui se sentait concernée par ce forfait. Je trouve ça quand même assez couillu de leur part. Alors après, est-ce que quand tu arrives vers les 1000-1500 abonnés, est-ce que c'est pas le moment où tu commences à avoir quelques fonds qui te permettent de pouvoir te lancer dans ce genre d'investissement? Je trouve quand même que 500 €, ça fait beaucoup. En vrai, 500 €, ça fait beaucoup. C'est quand même 1 an, alors tu le divises, ça fait 50 balles par mois en gros sur l'année. C'est du hors taxe en plus, je crois. Mais en plus, alors oui, et c'est là qui est marqué, c'est qu'une fois que vos vidéos sont publiées, vous conservez 50% des recettes publicitaires nettes perçues. Donc en fait, t'as 500 balles à payer pour l'année, mais en plus de ça, si tu utilises leurs vidéos, tu leur files 50% de l'utilisation de la vidéo. Donc, alors je sais pas, il doit sûrement y avoir des petites lignes qui disent que si tu utilises moins de 30 minutes ou un truc comme ça, parce que si tu mets une vidéo de 10 secondes, ou si tu fais juste un... Comment on appelle ça? Comment on fait maintenant, là,
sur TikTok les medley, quoi. Enfin, voilà, tu mets leur vidéo à eux, puis la tienne, et t'expliques la vidéo. Enfin, vu que tu n'utilises pas leur vidéo en entier, je vois pas en quoi ils ont le droit de te prendre 50% de ton revenu publicitaire, quoi. Il y a quand même une douille là-dedans. Je veux dire, c'est quand même un institut national. Ça appartient à l'État. C'est pas une société privée. C'est géré de façon privée et indépendante, un peu comme le CNC, mais ça appartient à l'État. Et ils décident quand même de travailler et de te proposer des paiements qui sont l'équivalent de ce que on peut trouver dans des sociétés privées. Donc là, pour le coup, alors je suis d'accord, ça demande de l'argent. Il y a toujours une raison. Si on te fait payer, alors il y a des arnaques, hein, bien sûr, mais si une société aussi sérieuse que l'INA ou le CNC ou la SACEM te fait raquer à un moment ou à un autre, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une taxe quelque part, c'est qu'il y a un ayant droit quelque part, ce genre de choses, et qu'il faut les payer. Ce que je trouve un peu ridicule, c'est de proposer cette offre-là en tant qu'offre de lancement pour te lancer sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok, alors qu'à la base, comme toutes les applications, on en parlait il y a à peine 5 minutes, ces applications-là sont censées être de la débrouille. C'est-à-dire que tu es censé faire avec les moyens que tu as. Je n'ai pas 500 € et ma micro-entreprise n'a pas 500 € à mettre dans un abonnement qui me permettrait d'avoir des vidéos. En plus, enfin, c'est des vidéos de l'INA, quoi. Je veux dire, c'est des choses qui sont déjà sorties à la télévision. C'est des images d'archives. C'est pas comme s'ils avaient créé quelque chose, quoi. C'est juste, ils les récupèrent, ils les recutent, peut-être qu'ils les renumérisent un petit peu pour que ça ressorte quand même de bonne qualité, et ensuite ils les foutent sur un serveur et tu vas les chercher, quoi. Donc, je sais pas. Moi, j'ai trouvé, voilà, c'était un petit sujet que j'avais trouvé pour ce matin. Je trouvais ça un petit peu chaud, quoi, de proposer un truc comme ça. Mais voilà, au moins vous êtes au courant, et si un jour vous voulez avoir la possibilité de travailler avec l'INA, vous avez ce forfait-là qui existe pour le moment. Je pense que si on s'y intéresse vraiment et qu'on jette un coup d'œil, il doit quand même y avoir pas mal de choses qui sont... Ah oui, en plus, les droits sont garantis pendant 5 ans. Ça veut dire que dans 5 ans, t'as intérêt à avoir percé, parce que tu vas payer les droits des vidéos que t'as foutues dans ta vidéo. Donc, il y a quand même une douille là-dessus, quoi. Il y a quand même beaucoup de petites lignes qui vont pas, et c'est quand même un peu dommage, quoi. C'est quand même un peu dommage. Voilà, donc ça, c'était le petit sujet du jour. Et on va pouvoir passer à Look Back, que j'ai vu il y a très peu de temps. Je vais pas vous mettre la bande-annonce, je suis désolé, parce que ça va être, à mon avis, ça va être striké. Je pense qu'Amélie de chez Eurozoom va tout de suite me tomber sur le coin de la gueule. Et donc, on va peut-être éviter de se faire striker sur la première émission. Je vais juste peut-être pouvoir vous mettre... Est-ce que je peux vous mettre ça? Est-ce que je peux faire ça? Oh, je peux faire ça, dis donc. Ah, je ne peux pas faire ça. Ça ne marche plus. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est tout cassé. C'est pas grave. Mais oui, on l'aime, Amélie. Ah oui, ça ne marche pas. Bon. On va la faire autrement. Hop. Que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble quand même si ce n'est que l'image. Voilà. Hop. Foutre ça ici. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir ici, Look Back, c'est un film d'animation japonais. Je suis très content de l'avoir vu. Merci Amélie d'ailleurs de permettre aux exploitants de voir tes films en avance. Enfin, Amélie et toute l'équipe de Rozoom d'ailleurs. On parle d'Amélie parce qu'elle est très présente sur Twitter. Ouais, c'est ça. On est amoureux de Rozoom, on l'aime beaucoup. Voilà, mais même Amélie, elle a sa personnalité, mais en tout cas, elle est présente. Et puis voilà. Mais pour dire que donc c'est toujours bien que les exploitants puissent voir ce genre de film en amont, ça nous permet de travailler dessus, ça nous permet de leur donner plus de chances de diffusion une fois qu'on a les thématiques, pour pouvoir trouver des sujets particuliers et créer de l'événement autour de ces films-là, puisque c'est un film qui est assez compliqué à diffuser. C'est un film de 57 minutes, donc c'est un moyen métrage, c'est pas un long métrage. Ça a été créé donc par l'auteur de Fire Punch et Chainsaw Man, comme vous pouvez le voir. J'ai perdu son nom. Je peux le retrouver d'ailleurs, hein, parce que je suis quelqu'un qui sait faire une recherche sur Internet.
et qui va vous permettre donc d'avoir cette petite information en plus. C'est un manga de Tatsuki Fujimoto. Voilà. Et donc, Tatsuki Fujimoto. Alors attendez, parce que je suis en train de vous dire une connerie. Parce que je crois que l'auteur du manga n'est pas le même que l'auteur du film. Voilà. Kiyotaka. Je suis désolé. Je ne paye pas sur Allociné, donc j'ai des pubs. Kiyotaka Oshiyama. Kiyotaka Oshiyama, qui a créé donc ce film d'animation qui est tiré d'un manga. Un film d'animation de 57 minutes, qui est quand même relativement court pour un film, vous l'avouerez. Il n'aurait pas fallu qu'il soit plus long, parce que c'est un sujet assez particulier. Mais en tout cas, vous rencontrez Fujino, donc cette jeune adolescente que vous voyez assise sur un banc, qui fait des mangas pour son collège, et qui est adulée par tous les élèves de l'école et par ses profs, parce qu'elle est super douée. Elle fait des choses très drôles, elle dessine relativement bien, et donc elle a le niveau qu'il faut pour pouvoir participer au journal du collège et pouvoir faire un manga par semaine. Un jour, son professeur principal lui dit « Ben voilà, on a une jeune fille qui peut pas venir à l'école parce qu'elle a une anxiété sociale, donc elle nous a proposé de faire la moitié de la page manga dans le journal de l'école, en plus du tien. » Fujino, elle est au taquet, elle se dit « Bah oui, de toute façon, c'est moi la plus douée, donc dans tous les cas, les gens vont plutôt préférer le mien que le sien. » Et là, erreur, le manga sort, le journal plutôt du collège sort, et elle se rend compte que la fameuse collégienne qui ne peut pas venir à l'école dessine beaucoup mieux qu'elle. Donc s'ensuit toute une suite de péripéties, d'aventures, etc. Je ne vais pas vous raconter la suite, parce que déjà que c'est court, ça serait quand même dommage de vous spoiler. Donc ça, c'est vraiment sur les 5 premières minutes. Et j'ai trouvé ça magnifique. J'ai trouvé ça magnifique parce que c'est de l'artisanat. C'est vraiment de l'artisanat de mangaka, c'est de l'artisanat d'animation. Autant on adore les animations super bien faites en ce moment, les saisons de 13 épisodes, de My Hero Academia, de Chainsaw Man, de l'Attaque des Titans, qu'est-ce qu'on a d'autre en ce moment qui a énormément de succès. Enfin voilà, tous ces animés-là qui ont une qualité d'animation qui est absolument extraordinaire, mais qui demandent un nombre d'équipes absolument dingue, et des fonds aussi qui sont hallucinants pour pouvoir les produire. Et ben avec Look Back, on revient à l'essentiel de l'animation. On revient à cette image un peu saccadée. On revient à des moments où les corps se tendent, se tordent, où on va avoir quelques problèmes d'échelle. On va avoir tous ces moments vraiment où l'animateur décide de se poser, où tout est fixe, hormis un élément dans l'image pour pouvoir gagner en efficacité. Il y a vraiment toute la technique d'un mangaka, alors là c'est relayé au niveau de l'animation, mais toute la technique que va avoir un mangaka pour gagner du temps, pour gagner en fluidité, on va les avoir dans Look Back. Et c'est hyper intéressant de voir à quel point la forme va transcender le fond, et que les deux vont se rejoindre pour avoir quelque chose de magnifique. Donc pour tous les fans de manga, qui adorent lire, qui adorent s'intéresser au mangaka, qui adorent s'intéresser à ce qu'est le manga en tant que produit culturel japonais, et maintenant français, puisqu'on est les plus gros consommateurs de manga après les japonais, et ben c'est hyper intéressant de voir le process, de voir par quelle étape peuvent passer tous ces jeunes qui espèrent un jour percer dans le manga, dans le dessin, et tout ça au milieu de problèmes sociaux japonais bien ancrés, qui sont toujours là, qui existent toujours, et auxquels on va devoir faire face en fait à un moment. Donc non, c'est hyper intéressant, c'est hyper couillu d'avoir sorti ça sur 57 minutes, et tant mieux, parce que ce qu'on peut reprocher à l'animation japonaise indépendante la plupart du temps, c'est quand même les moments de creux. Il y a souvent des ventres mous dans les longs métrages d'animation japonais. Ils veulent toujours que ça fasse plus d'1h30. On est souvent sur des films d'animation qui se rapprochent des 2 heures. On le voit avec Suzume, avec Your Name, avec Belle. On le voit même avec les OAV. J'ai appelé ça un OAV. Ça se dit encore un OAV.
avec les films dérivés des séries connues comme My Hero Academia ou ce genre de choses. Le prochain Hero Academia, My Hero Academia qui va sortir au cinéma, là, ça sort au mois d'octobre. Il fait quasiment 2 heures, hein, je crois. Ça s'appelle Your Next. Your Next, et ça fait 1h50. Vous imaginez qu'ils ont tenu avec un scénario original de personnages déjà connus, avec 1h50. Il y a forcément un ventre mou à un moment, c'est obligé. C'est obligé. Et alors, il y a aussi une problématique qui n'a rien à voir avec Look Back. C'est que, en fait, les dessins sont tellement... Avant, on allait voir un film d'un... On allait voir le film d'un animé connu, parce qu'on voulait une animation au poil. C'est-à-dire qu'en fait, quand t'allais voir les films de... quand t'allais voir les films de Dragon Ball, par exemple, au cinéma, moi je me souviens, par exemple, de tout ce qui était l'histoire de Tapion, l'histoire de Broly, tout ça, en fait, on le voyait au cinéma parce que toutes les semaines, on se tapait des dessins flingués au sol, les animations étaient saccadées, c'était nul. Au niveau de l'animation, ça durait 20 minutes pour faire 2 plans et demi, enfin, c'était terrible. Et en fait, quand on allait au cinéma, on avait une histoire complète de 40 minutes avec une animation qui était au poil. Et ça, c'était génial, quoi. Et en fait, maintenant, l'animation hebdomadaire, l'animation que vous avez de vos 13 épisodes par saison, elle se rapproche dangereusement de la qualité qu'on a dans l'animation au cinéma. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, parce que ça enlève tout le côté exclusif de l'animation au cinéma. On avait vraiment des animations qui étaient super belles de nos héros préférés quand on allait au cinoche. Et en fait, maintenant, j'ai envie de dire, c'est parfois presque l'inverse. Puisque les films doivent sortir à un moment bien précis pour être relativement canon et pour pouvoir correspondre à ce que regardent les fans à la télévision. Et du coup, on se retrouve avec une animation qui parfois est équivalente, voire moins bonne que ce qu'on a à la télévision. Et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Alors tant mieux, maintenant, grâce à toutes les plateformes qu'on a d'animation, il y a des fonds qui sont arrivés, les Japonais ont compris comment ça fonctionnait ailleurs dans le monde et qu'il n'y avait pas que les Japonais qui regardaient de l'animation, et donc du coup ils ont été obligés d'adapter le rythme, et donc on a une plus belle animation, on a un meilleur rythme, et c'est beaucoup plus plaisant pour nous que de regarder les 1500 épisodes de One Piece. Mais n'empêche que, voilà, je trouve ça un peu dommage en tant qu'exploitant de me dire, bah tiens, finalement, en fait, tu viens juste voir le film au cinéma pour l'histoire, et plus pour le côté superbe animation qu'on avait à l'époque, quoi. Bah ouais, on l'a pas vu arriver, Your Next, là, j'ai reçu un message de Sony il y a pas longtemps, alors c'est marrant, parce que du coup, c'est Sony maintenant qui distribue ça, puisque c'est eux qui ont racheté, mince, c'est quoi la plateforme? Crunchyroll. Et du coup, c'est Crunchyroll qui récupère les droits une fois que le film a fini sa diffusion. Mais alors, ça, c'est pareil, au niveau de la chronologie des médias, faudrait que je m'y intéresse vraiment. Parce que. Ah, j'ai même pas reçu les affiches, moi. Non, mais vous êtes un multiplex aussi. Mais moi, je reçois pas les affiches, faut que je les commande, celles-là. Je reçois des affiches d'Universal, j'ai choisi. Alors, j'ai reçu Speak No Evil alors que je l'ai même pas demandé. J'ai reçu Craven alors que je l'ai même pas demandé. Par contre, j'ai pas reçu My Hero Academia. Je comprends pas. Mais bon, après, moi, ça me fait des affiches gratos, mais c'est vrai que parfois les choix d'envoi d'affiches chez les distributeurs, c'est un peu bizarre. Enfin bref. En tout cas, j'ai hâte de voir Your Next, maintenant que j'ai rattrapé My Hero Academia. Et je vous conseille d'aller voir Look Back. Mio est là, il en sera témoin, il y a très peu de séances, il peut vous le dire. D'ailleurs, il y a un article, alors je vais vous donner l'article. On a vu ça ce matin, c'est grâce à toi que je l'ai vu d'ailleurs, Mio. Alors, je l'ai mis dans mes préférés, je crois. Je l'ai mis dans mes signés. Eh ben non. Eh ben, je vais le retrouver avec Amel. Amel. Amel Eurozoom. C'est un article de... Voilà, déjà diffusé 40 millions de trucs. Et comment tu fais du coup? Les réponses peut-être. Qu'est-ce qu'elle a foutu, Amel? Elle a retweeté plein d'enfants. C'est un peu glauque d'aller sur la page d'Amel Eurozoom là.
Bon. Eh ben, c'est pas grave, je vous retrouverai ça à l'occasion, parce que là, voilà, bref, politiquement, c'est un peu compliqué. Ah, bah voilà, merci, super. Ok, donc voilà le lien, merci Mio. Euh, Donc je vous conseille d'aller lire l'article, du coup Amel Rozum parle du fait qu'elle, j'ai pas encore lu l'article en entier, mais elle parle du fait de la restriction qu'il y a eu autour de la diffusion de Look Back, elle tenait absolument à le passer au cinéma, mais pour pouvoir le revendre le plus vite possible ou le diffuser le plus vite possible sur d'autres moyens et sur d'autres supports, bah, pour essayer de récupérer le financement qu'elle a mis dedans, elle a limité le nombre de séances dans les cinoches. Et donc si je me trompe pas, Mio, vous allez en faire 2, c'est ça, il y a 2 séances sur une seule semaine. Mais voilà, donc essayez de foncer si vous le voyez dans votre cinoche, foncez. Alors normalement c'est un film qui devrait avoir une vie relativement longue parce que justement le temps que les petits cinémas trouvent un moyen de pouvoir le diffuser. Voilà, donc ce sera samedi et dimanche. Ça devrait être le cas dans pas mal de gros cinémas. Et j'espère qu'elle nous autorisera à le diffuser plus tard, avant qu'il ait sa place sur les diverses plateformes euh, qui l'ont racheté. Ouais, ah bah c'est bien. Il faut vraiment faire la pub. Alors voilà, vous n'êtes pas beaucoup à nous regarder aujourd'hui, mais vraiment, allez-y, foncez. Foncez voir Look Back parce que c'est super intéressant. C'est super intéressant si vous aimez le manga pour en apprendre plus. C'est super intéressant si vous n'aimez pas le manga pour en apprendre plus. Et en plus, l'histoire est très belle, c'est très émouvant. Euh, Âme sensible s'abstenir par contre, puisque ça parle d'anxiété sociale et de certains problèmes typiques du Japon qui peuvent qui peuvent traumatiser certaines personnes. Il n'y a pas de violence à proprement parler, il n'y a pas de sang, c'est pas violent, mais les sujets abordés peuvent être compliqués à appréhender, surtout pour les plus jeunes. Attention, animation japonaise ne veut pas dire enfant. Là, on est typiquement sur le genre de cas où un gamin de 8 ans ne va pas du tout comprendre ce qu'il regarde. Ça va être, à mon avis, 12-13 ans minimum et sur des enfants qui ont l'habitude de déjà regarder des drames ou des histoires dramatiques. Euh, Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça. Là, il n'y a pas de détente, hein. Je veux dire, on n'est pas sur un truc, c'est pas moi moche et méchant, hein. On n'est pas sur un film détente. C'est juste que le Japon a cette particularité de pouvoir présenter des drames ou des comédies dramatiques via l'animation. Mais ils le font pour les adultes aussi. Il y a énormément de films d'animation que vous ne voyez pas sortir en France, qui sont des films d'animation pour adultes ou pour post-ados. Parce que c'est leur façon de voir le cinéma, c'est leur façon de gérer l'émotion, c'est leur façon de gérer les médias en général, ils le présentent avec de l'animation, avec du manga. Ce qu'on ne fait pas ici en France, on a très peu d'animation pour adultes, et quand on en a, c'est toujours extraordinaire. D'ailleurs, bravo, Mars Express, je le dis, voilà. Si par exemple vous avez l'occasion de le voir, bah, foncez, parce que Mars Express c'est une pépite, et c'est de l'animation pour adultes, c'est français. Ça arrive très peu, mais quand ça arrive, c'est super. Pourquoi j'ai perdu mon corps également, qui est extraordinaire, mais bon, bref, là n'est pas le sujet. Look Back, si vous voulez le voir, allez le voir avec des ados, avec des adultes, mais n'allez pas le voir avec des enfants. Et merci aux exploitants de bien prévenir les parents qui débarquent avec des gamins pour le voir, de prévenir que le sujet n'est pas facile du tout et que le gamin risque de s'ennuyer même si ça dure 57 minutes. Voilà. Donc Look Back c'est fait. Look Back c'est fait, j'en ai parlé, j'en suis très content. Et il va nous rester voilà, un petit sujet qu'on va aborder très vite, qui est tout simplement Alien. Alien Romulus. Alors je vais vous enlever ça du coup, ça ne sert plus à rien. Je voulais vous parler d'Alien Romulus parce que je l'ai vu il y a pas longtemps. Je vais essayer de pas vous spoil. Je vais essayer de pas vous spoil parce que ça serait dommage, même si bon, on la connaît hein, l'histoire de base de de ce genre de film. Dans tous les cas, vous n'avez pas forcément besoin de moi pour deviner comment ça va se passer ni ce qui va se passer à la fin. Je vais même essayer de vous trouver une affiche. J'espère que je vais pas me faire J'espère que je vais pas me faire un ban si je vais essayer de prendre un truc pas trop gore parce que bon, ça serait quand même dommage qu'on se fasse ban. Euh, Simplement pour avoir diffusé une image d'Alien. On va chercher l'image sous. Donc il n'y a pas de téton.
Effectivement, il n'y a pas de téton sur un alien, donc on est safe. Hop. Voilà. Donc, Alien Romulus, elle est jolie cette affiche, dis donc. Alien Romulus, ça prend part... Alors, ah tiens, ben, je devais regarder, on va regarder ça ensemble. Je devais regarder quand se passait le premier Alien. Le premier Alien, 1979, il se passe en... Eh ben, c'est pas marqué sur Allociné. Est-ce que c'est marqué... Et non, c'est pas marqué non plus. Si 2122. Donc, 2179, ok. Donc, 2122, nous sommes dans le premier Alien, dans le Nostromo. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, je suis désolé, mais je vais vous spoil. Il y a un Alien dans le vaisseau. Tout le monde se fait bouffer, sauf Ripley. Et Ripley arrive à se barrer. Le Nostromo explose, si je me trompe pas. Il doit y avoir un truc comme ça. S'échappe de la coursive du vaisseau et tue l'équipage, à l'exception de Ripley qui réussit à s'échapper. Voilà, c'est ça. Ok. Donc dans le premier, le Nostromo, donc le vaisseau dans lequel ils sont, explose, etc. Donc les débris sont éparpillés partout et l'alien est éjecté dans l'espace. Pour ceux qui sont fans, moi j'ai un grand fan d'Alien dans mes amis qui m'a expliqué qu'en fait l'alien se mettait en état de stase dans l'espace. Il ne mourrait pas en fait, il se met en état de stase, un espèce de cocon qui se forme autour de lui en fait, et il peut pas mourir dans l'espace. C'est juste tant qu'il n'est pas récupéré par quelqu'un, tant qu'il n'est pas remis dans des conditions qui lui permettent de sortir de cette stase, il va rester à voguer dans l'espace comme ça à l'infini. Et la Weyland, donc cette magnifique société qui a été créée spécifiquement pour Alien, décide de récupérer cet état de stase, décide de récupérer donc l'alien qui a fait péter le Nostromo dans le tout premier. On arrive donc en 2142, donc 20 ans plus tard. Donc oui, Alien Romulus prend la suite du premier Alien. Ça se passe pas après le 4, ça se passe pas après le 3, ça se passe pas du tout après Covenant et Prometheus, ils ont complètement mis ça de côté. Et donc on est en 2142 sur une planète de la Weyland Company, une planète minière où vraiment tout le monde galère, il y a énormément de morts par jour parce que les conditions de travail sont absolument atroces. Et une jeune fille essaye avec son frère de s'en aller, son frère qui est handicapé, essaye de s'en aller de cette planète en se faisant payer un voyage grâce à des heures de travail. Après, ils ont le droit de faire une demande de transfert vers une autre planète. On se rend vite compte que cette histoire de transfert, c'est une grosse arnaque, en fait, pour motiver les gens à travailler. Et donc, pour pouvoir pallier à ça, des jeunes décident d'aller chercher, en fait, une station de la Weyland, est en perdition au-dessus de la planète. Elle va aller se cracher sur une ligne d'astéroïdes. Et en fait, les jeunes veulent monter dans le vaisseau, dans la station, avant qu'elle n'arrive dans la ligne d'astéroïdes, récupérer du matos pour pouvoir se barrer de la planète. Jusque-là, le scénario est plutôt correct. Vous vous doutez bien que tout ne va pas se passer comme prévu. Et voilà pour le début du scénario. J'ai beaucoup apprécié. J'ai trouvé ça vraiment super. Déjà, la photo est nickel. Fede Alvarez est un gars vraiment qui, je l'espère, va avoir une très jolie carrière dans le monde de l'horreur. Parce que vraiment, il a une façon de filmer qui est vraiment... On sent que c'est un amoureux du thème. C'est un amoureux qui a vu énormément de films. Et que voilà, ça fait vraiment du bien de voir un beau film qui est pas full CGI, si je me trompe pas. Il y a énormément de vieux décors. Il reprend toute la technologie du premier. On n'est pas sur un Prometheus avec des ordinateurs en mode 3D, avec des trucs tactiles et tout machin. On est sur des vieux tubes cathodiques, sur des vieilles télés, comme dans le tout premier Alien en fait. Mother, donc le système informatique de la Weyland, c'est un espèce de truc en ligne de code, sur des vieux écrans, vraiment en mode années 90, 70, enfin, c'est vraiment super chouette. Les décors sont magnifiques. Tous les moments dans l'espace, en fait, il a mis un peu de son, mais il y a toujours une subtilité qui fait que c'est normal qu'on l'entende. Donc ça, c'est chouette. Le film commence par contre sur un vide absolu de son. Alors, pour un exploitant, c'est très dérangeant parce que t'as l'impression que t'as un problème sur ton film, mais en vrai, c'est super bien, en fait, de commencer avec ça, puisque tout le monde connaît la fameuse phrase qui vient d'Alien, « Dans l'espace, personne ne vous entendra crier ». Et donc, du coup, c'est hyper intéressant de commencer par ce vide spatial où il y a absolument aucun son, hormis le son de la clim qui diffuse du chauffage en ce moment, puisque ça caille. Mais voilà, dans le film, en tout cas, il n'y a pas de son. Et j'ai trouvé ça super chouette. L'alien est cool.
les facehuggers sont super. Il y a plein de façons de revoir un petit peu la façon dont ils vont essayer de lui échapper. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a quelques défauts au film, faut pas se leurrer. Il y a quelques défauts au film. Il y a des moments un peu kitschoun où elle s'en sort un petit peu avec des pirouettes de façon propre comme figurée qui sont vraiment pas très logiques. Il y a des moments où l'alien aurait pu vraiment la dézingue ou le dézingue et en fait finalement on sait pas pourquoi l'alien attend ou il a peur ou il se méfie. Ouais, complètement. En fait, en fait, il a voulu retrouver ce côté un petit peu. En fait, dans le premier Alien, étant donné que c'était un costume et que bon, ça pouvait vite se voir que c'était un costume, le xénomorphe, on le voit pas beaucoup. On le voit dans la pénombre, on voit vraiment, voilà, plutôt sa tête, etc. Là, Fede Alvarez a voulu reprendre ce concept-là, ce concept très plastique en fait du xénomorphe, et donc du coup, il a essayé de le cacher un maximum pour qu'on le voit pas trop, pour qu'il garde le côté vraiment effrayant de il peut surgir de n'importe où. Mais une grande partie du film, du coup, se passe avec les facehuggers, puisque en fait, on doit attendre très longtemps. Pour ceux qui ne le savent pas, dans Alien, donc il y a deux formes d'aliens. Le facehugger, donc c'est l'espèce d'araignée qui vient se coller sur un humain, qui lui insère quelque chose dans la bouche, qui va mettre naissance, qui va mettre en gros une graine à l'intérieur de l'humain, et l'humain va exploser et faire apparaître le xénomorphe, donc l'alien que tout le monde connaît. Donc il y a deux phases d'aliens, et donc les facehuggers vont mettre très longtemps dans le film à pouvoir incuber un humain. Donc c'est une grosse graine, hein, qui pousse très vite d'ailleurs, hein. Elle pousse beaucoup plus vite dans Romulus au niveau timing que dans le premier Alien, ce qui est pas dérangeant parce que finalement, voilà, dans le premier Alien il y avait le côté surprise, etc., puis toujours le côté budget aussi. Là, Alien Romulus a beaucoup plus de budget, donc ils peuvent se permettre d'accélérer un petit peu pour faire, pour passer à autre chose. Un truc à vérifier par contre, c'est que, je suis désolé, le tout petit spoil, c'est qu'à un moment il se retrouve avec des armes en fait dans les mains, et l'alien en a peur, enfin il appréhende en fait l'arme. Donc il faudrait juste essayer de voir d'où vient exactement cet alien en fait, puisque en fait ils ont une espèce de capacité de mémoire génétique. C'est-à-dire que en fait un xénomorphe qui va donner naissance à un facehugger, le facehugger va avoir la mémoire génétique de ce qui s'est passé avant. Et donc du coup, si dans un des films, ils savent qu'il y a une arme qui peut leur faire du mal, il est logique que dans Alien Romulus, ils le craignent en fait. C'est surtout ça le truc. Donc voilà, il faut que j'arrive à... Ah mais si, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Je vous dis plus rien. Non, c'est bon, je viens de trouver. C'est bon, en fait c'est logique, tout est dans le film. Tout est dans le film, donc voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est pas mal. Il y a un autre point qui est assez dommageable, c'est le fait qu'ils fassent revenir un acteur. Ils font revenir un personnage, en fait, du premier Alien, qui n'a rien à foutre là. Qui aurait très bien pu être quelqu'un d'autre. Et qui, là, pour le coup, est un vrai gros fan service, pas très utile. Donc voilà, ça c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Mais en soi, on passe un super moment. Les 1h50, on les voit pas passer. Il y a pas mal de génériques en plus, donc le film doit faire à peine 1h45. Il y a pas de scène post-générique pour ceux qui se le demandent. Donc voilà, allez-y, foncez. Franchement, c'est un bon film d'horreur, c'est un bon film de science-fiction. C'est un bon Alien aussi, qui a pas cherché à aller trop loin. Ils ont pas voulu réinventer l'histoire. Ils ont pas voulu créer une nouvelle... Pardon, putain, j'arrête pas de roter le taille. Tout ça sera coupé au montage. Ils n'ont pas essayé de réinventer la légende, ils n'ont pas essayé d'en faire un truc genre on va vous faire des suites à tire-larigot, etc. Il n'y a pas vraiment tout ça. Donc du coup c'est plutôt cool de pas s'imaginer qu'ils ont sorti un Alien pour pouvoir relancer la saga. Là c'est plus une espèce de test, une espèce de lettre d'amour vraiment sympa. Donc voilà, Alien, je le conseille, vous pouvez y aller, il y a des qualités, il y a quelques défauts aussi, forcément aucun film n'est parfait, mais je peux vous le conseiller, j'ai beaucoup de gens qui sont sortis de la salle en me disant ça vaut pas le premier. Alors effectivement, comparez pas ça avec le premier, je veux dire le premier n'a pas été fait au même moment, il n'y avait pas de concurrents en place à ce moment-là, donc faut pas essayer de comparer un film qui est sorti 40 ans après le premier, juste parce que c'est la même saga. Vous pouvez pas comparer les deux, c'est pas possible. Ça n'a pas été fait avec les mêmes moyens. Enfin, là, on est sur deux phases différentes complètement, ça sert à rien.
Ouais, c'est ça, c'est une phrase de boomer. J'ai pas envie de. Puis tu sais, toi, en tant qu'exploitant, t'as envie de garder ton spectateur. Alors tu te dis, ah bah ouais, c'est dommage et tout. Mais alors putain, j'avais envie de lui mettre des claques, quoi. Dire, putain, mais ça se compare pas. Je veux dire, le film est de 79. En 79, on n'avait pas les mêmes moyens. On n'a pas eu. En plus, je veux dire, si ça se trouve, c'est un souvenir nostalgique. Qu'est-ce qui me dit que le gars l'a revu depuis, tu vois? Ça se trouve, c'est un souvenir nostalgique dans sa tête qui dit, bah non, le premier était mieux pour une raison quelconque. Si, alors on m'a reproché à juste titre et en même temps, je trouve que c'est un peu déplacé quand même, qu'en fait, ça fait un peu aventure ado. Parce qu'en fait, ils sont tous ados. Il y a aucun, ou alors ils sont pré-adultes, quoi. Ils ont tous à peu près entre 17 et 25 ans, je dirais. On ne connaît pas les âges exacts, mais ils sont dans ces âges-là. Donc c'est vrai qu'au début, tu dis, waouh, ça va être un espèce d'Hunger Games, le retour un peu chelou. Et en fait, non, non, on passe vraiment sur un trip horreur bien comme il faut. Et il n'y a pas ce côté pré-ado ou film d'horreur pré-ado, etc. C'est juste que bah, ça paraît logique, en fait, que ces gamins-là se soient pas encore résignés à rester sur la planète. On en voit plein, en fait. Au début, on a un gros passage sur la planète minière, où on les voit, tous les vieux, en fait. Déjà, ils vivent très jeunes. En fait, ils meurent pas vieux, puisqu'il y a tellement de problèmes de santé sur cette planète que ils meurent tous. Les parents de ces gamins-là sont déjà tous morts. Donc, en fait, c'est normal qu'à leur âge, ils ne soient pas encore résignés à vouloir se barrer. Ça paraîtrait illogique que ce soit des mecs de 35 ou 40 piges qui décident du jour au lendemain, alors qu'ils ont déjà ancré leur vie là-bas, de vouloir partir en fait de la planète. Donc le scénario est logique de le faire par des jeunes. Non, c'est ça, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. Ça marche franchement très bien. En plus, les acteurs sont bons. Je suis très content d'avoir vu mince, comment elle s'appelle. Je vais retrouver le nom de l'actrice que j'ai beaucoup aimée. Isabella Merced. C'est une actrice que j'aime beaucoup, que j'ai vue dans Apprenti Parent il y a pas longtemps, et je trouve que c'est une super actrice, et on devrait la voir un peu plus. Elle est vraiment, vraiment chouette. C'est celle qui joue la Kay, la jeune fille qui est enceinte dans le film. Je vous spoilerai, hein, on l'apprend dans les 3 premières minutes du film, hein, donc n'est pas me faire chier. Mais voilà, en tout cas, mon petit ressenti sur Alien Romulus était fort sympathique. J'ai beaucoup aimé. Et pourtant, je ne suis pas forcément un aficionados des films d'horreur. Donc voilà. Voilà, sur les news obligatoires, on a fait le tri. Je vais essayer de voir vite fait s'il reste des choses un peu qu'on pourrait tirer du panier, par exemple chez Hollywood Reporter, ce genre de choses. On peut parler vite fait des Emmy, les Emmy Awards là, qui ont récompensé principalement Shogun et The Bear. J'avais commencé Shogun, je vais vous avouer que j'ai pas réussi trop à rentrer dedans, c'était pas la bonne période. Et, The Bear, j'aime détester cette série, je vais vous avouer. Je la regarde, mais j'ai un grand problème avec le fait que les personnages n'évoluent absolument pas dans la série. On est à la 3e saison et les mecs continuent à s'engueuler continuellement pour aucune raison valable. Alors on peut dire oui, mais les familles, c'est comme ça se déchire. Non, moi je m'engueule pas toutes les 4 minutes avec ma sœur et je ne viens pas prendre la tête à ma mère tous les quarts d'heure. Et voilà, ma mère n'est pas une grosse alcoolique parce qu'elle a pas de moyens. Enfin, en fait, j'ai aucun affect avec les personnages parce qu'ils me ressemblent pas du tout. C'est des mecs qui sont soi-disant passionnés par la cuisine. Bon, après, je l'ai avoué pendant je sais plus avec qui j'en ai parlé, je pense que j'ai dû en parler pendant un podcast, mais j'ai beaucoup de mal avec la tournure de la fin de la saison 2, en fait, où ils décident d'ouvrir c'est un restaurant familial qui vend des sandwichs, et le mec décide quand même d'ouvrir un restaurant 4 étoiles. C'est pas la vibe qu'on attend dans une série. Moi, j'aurais préféré que le mec vienne d'un restaurant 4 étoiles et qu'il redécouvre les joies de la cuisine familiale en faisant une espèce de medley entre les deux. Là. En fait, là, il ouvre un restaurant 4 étoiles, enfin 2 étoiles, enfin bref, il ouvre un restaurant gastronomique. Mais derrière, dans l'arrière-cuisine, il y a toujours un vieux black qui fait des sandwichs pour les travailleurs du coin, comme le faisait le restaurant avant qu'il change. Je trouve ça un peu problématique, surtout qu'on le voit jamais dans la série. Enfin, il manque pas mal de choses. Il y a des choses dont il parle pas dans la série qui, moi, m'embêtent. Alors, par contre, après, les acteurs sont impeccables. S'il faut considérer le jeu d'acteur et la réalisation, je suis d'accord, c'est impeccable. Au niveau du scénario, je trouve qu'il y a quand même un problème. La suite des événements, pour le spectateur, je trouve qu'il y a un souci. Si ça plaît à certains, tant mieux. Moi, j'ai pas aimé Game of Thrones, il y en a beaucoup qui ont aimé. Moi, j'ai pas aimé le scénario de Game of Thrones. Bon, bah, chacun son truc. J'aime pas le scénario de The Bear. J'adore la qualité de la photo. J'adore les acteurs, c'était super.
C'est super d'ailleurs, mais je préfère regarder Only Murder in the Building. Voilà, je me prends moins la tête. Quitte à faire moins long, plus intense. The Chef. Ah, The Chef! Mais quel. C'est génial! The Chef. Si vous voulez regarder un vrai truc sur la cuisine, regardez The Chef. Un plan séquence d'1h20 ou d'1h30 sur ce qui se passe dans un restaurant étoilé, enfin qui se veut étoilé, avec tous les problèmes que ça peut engendrer de réseaux sociaux, de problèmes en cuisine, de mecs qui viennent pas, de drogue, de tout. Il y a tout dans The Chef. Merci d'en parler, c'est une pépite. C'est une pépite, vraiment. Matez-le, louez-le en VOD, filez-lui du blé. C'est génial. The Chef, j'ai été mais conquis. Ah, merci de me rappeler cette pépite, vraiment, c'est génial. Ouais, The Chef, vraiment cool. Vraiment cool. Et ben, je m'attendais vraiment à ce que The Bear prenne la place de The Chef dans mon cœur, et en fait, pas du tout. Pas du tout, ça fait un peu prout-prout, quoi. Donc c'est un peu dommage. Shogun, je vais essayer de m'y remettre, mais j'ai un peu de mal avec... moi, j'ai un peu de mal avec Disney Plus en général. Je trouve que les séries manquent un petit peu d'émotion, un petit peu de cœur, quoi. Donc voilà, mais j'essaierai quand même parce que bon, les récompenses doivent être justifiées à un moment ou à un autre. Donc voilà, j'irai y jeter un petit coup d'œil à l'occasion. Alors je regarde un petit peu ce qui se passe aux alentours, surtout aux États-Unis avec Hollywood Reporter, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire là ces derniers temps. Je pense que les autres news, à mon avis, vous les avez déjà vues ou entendues. Euh, Ouais. On a le gros succès de Beetlejuice là qui arrive. Je sais pas si t'as les premiers chiffres, Mio, toi de ton côté. Moi, je le diffuse pas tout de suite, mais apparemment, il a l'air de permettre au cinéma de se maintenir à cette rentrée là aux États-Unis. En tout cas, il fonctionne très bien. Eh ben, vous savez que parler pendant 1h30 non-stop, ça assèche la gorge. Petit tips. Et ben moi, j'aurais pas mis une pièce dessus non plus. Tu vois, je m'attendais pas à ce qu'il y ait une envie de nostalgie aussi grosse que celle-là. Je pensais vraiment que ça avait été oublié, moi, Beetlejuice. Et finalement, non, il y a toute une génération de personnes qui comptent dessus et qui sont bien contents que ça sorte. Donc, ben, tant mieux, hein. Tant mieux, tant mieux. Eh ben, écoute, je pense qu'on est bon. Ah, bah, apparemment, Isabelle Olsen revient chez Marvel. Au Canada, Steven Soderbergh, ouais. Ouais, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent non plus. Bridget Jones va revenir une 4e fois sur nos écrans. Ah ben, super. Oui, Jenna Ortega qui a dit qu'elle voulait jouer Jeanne d'Arc si un jour on lui proposait. Ce genre de news, moi, ça m'énerve. J'aime pas ce genre de news, genre ah ben j'aimerais bien jouer ça. Oui, bah c'est bien, enfin je veux dire, moi j'aimerais bien avoir un vélo électrique, et je sais pas, je le mets pas sur les réseaux, quoi. On n'en fait pas un article dans la montagne, enfin. Je trouve ça un peu bizarre, toutes ces news maintenant de ah ben Tom Hardy aimerait bien jouer tel rôle. Bon, alors ça a servi à Channing Tatum. Du coup, il a pu jouer Gambit dans Deadpool et Wolverine. Ouais, c'est ça. C'est le fait qu'elle soit autant relayée qui me gêne. Le fait que tout le monde, voilà, qu'on soit au courant de ça, c'est chouette. Mais je veux dire, la meuf a sorti ça lors d'une interview pour Beetlejuice. Bon, t'es pas obligé de relier tout ce que dit la meuf. Voilà, tant mieux pour les gens qui sont au courant et qui en entendent parler pendant l'interview. Mais je veux dire, il y a plein d'infos dans les making-of que t'as dans tes DVD de ta ludothèque que les gens ont jamais sorti dans les articles et pourtant c'est des pépites. Tu vois, donc, je sais pas. Je trouve ça un peu bizarre de. En fait, c'est le problème des news maintenant sur Internet, c'est que tout est une news, quoi. Tout est fait pour le clic. Et si tu peux faire cliquer les gens avec un titre racoleur, bon bah voilà. Ah, tu vois, bah, je suis tombé dedans aussi. Apparemment, les Goonies reviennent pas. Ah oui, d'accord, ok. Et bah c'était un fake en fait. Apparemment, il n'y a pas de retour des Goonies. Bon, bah écoute, je suis un peu déçu du coup, je voulais en faire une news et en parler, mais apparemment, il n'y aura pas de suite des Goonies, c'est un peu dommage. Ouais, Alexandre Astier qui tourne un deuxième Camelot, bon bah ça, voilà. Il m'énerve un peu en ce moment, Alexandre Astier, je sais pas vous. Je trouve qu'il a une tête de con là en ce moment. Il te sort que des trucs de gros richou. Genre ouais,
Alors, ouf, je suis pas un grand fan des Goonies. Mais en fait, il a plu à mes enfants, et du coup, j'aurais bien aimé une suite, parce que c'est vrai que c'était quand même mignon. Mais non, non, en soi, le film a très mal vieilli, quoi. Ouais, ouais, alors, tiens, on en parle, tiens, et puis après, je pense qu'on se quittera là-dessus. Mais Alexandre Astier me saoule en ce moment. Toutes les vidéos que je vois de relayées de lui sur Internet, il me gonfle. Je veux dire, le mec dit oui, dès que ça se passe mal avec mes enfants, je les sors de l'école, je leur mets des profs privés, je leur fais école à la maison, j'ai eu l'académie qui est venue, hein, tout était en règle. Mec, tu gagnes des millions par an grâce à Kaamelott, bien sûr que tu peux payer des cours à tes gamins. Moi, mon gamin, s'il a des difficultés à l'école, je n'ai pas de solution de secours financièrement. Je les sortirai de l'école parce que j'ai pas envie qu'il soit triste. Mais en fait, l'éducation nationale, elle est là, c'est comme ça. Au pire, je le mets en privé, je le mets en école privée, parce que c'est ce qui, à la limite, pourrait encore me permettre d'avoir la tête hors de l'eau. Mais je peux pas payer chaque matière à mon gamin qui est au collège avec un prof privé. C'est pas possible. Et tous les trucs, enfin, les réflexions qu'il a eues à Hot Ones, quand j'ai vu Hot Ones, je me suis dit, putain, le mec a trop raison, il a trop une philosophie de vie qui est cool et tout. Quand il disait, ouais, vis tes rêves, vas-y, moi, quand j'étais gamin, on vivait dans la précarité, on a déménagé 7 fois en un an parce que mes parents étaient précaires et tout. Bah, c'est bien, mais moi, c'est pas la vie que j'ai envie de donner à mes gamins. La vie que j'ai envie de donner à mes gamins, c'est une vie de stabilité, c'est leur montrer que effectivement parfois ils travailler c'est un peu chiant, mais quand tu gagnes ta thune, eh ben t'es content, tu vois. Et ça empêchera pas pour lui de vivre ses rêves, il les vivra sur le côté, et puis s'il a envie de se donner à fond, je lui en donnerai les moyens, je donnerai tout ce que j'ai financièrement et moralement à mon gamin pour qu'il puisse s'en sortir. Mais au bout d'un moment, s'il y a plus de sous nulle part, s'il y a plus d'argent, de thunes nulle part, je vais pas vendre ma baraque et me retrouver dehors dans la rue ou devoir aller vivre chez des amis parce que j'ai fait des mauvais choix de vie, parce que j'ai décidé d'aller vivre un rêve qui ne gagne pas d'argent. Je ne vais pas aller faire chier les autres pour ça, en fait. On trouvait qu'il s'était un peu assagi ces dernières années, mais oui, il a un discours sur certains sujets qui peuvent agacer. Mais ouais, en fait, il a plein de discours en mode, bah maintenant qu'on y repense, maintenant que je suis riche, maintenant que j'ai de la thune, eh ben je peux faire ce que je veux, et oui, c'était galère pendant un temps, mais maintenant ça va mieux. Bah oui, mais chacun son truc en fait. Et en fait, il y a des gens qui le mettent sur un piédestal en mode il a trop raison, tout le monde devrait vivre comme lui. Non, il a une façon de vivre qui correspond à certaines personnes, mais c'est pas une vérité absolue en fait. Il a pas la science infuse. Tant mieux si pour lui ça a fonctionné, mais n'abusons pas non plus quoi. N'abusons pas non plus là-dessus. C'est pas un style de vie que tout le monde doit avoir. Parce que sinon à ce moment-là, tout le monde va aller vivre chez tout le monde. Enfin, bref. Et on en revient au sujet d'Inoxtag. Lui, c'est l'inverse. Il a attendu d'avoir la thune pour pouvoir vivre son rêve. Et en même temps, son rêve était quand même pas ouf. Et en plus de ça, il en a profité pour faire une vidéo alors qu'il aurait pu le vivre tout seul. Donc ça prouve bien qu'il y avait quand même quelque chose d'intéressé là-dedans. Et voilà. Enfin bref, voilà. Je voulais finir là-dessus. Tiens, c'était un bon petit sujet de fin. Alexandre Astier m'énerve un peu. Puis en plus, Kaamelott partie 1, c'était pas terrible. Ça, c'est pareil. Le mec veut tout faire tout seul. Ah oui, moi j'ai fait mon film, j'ai d'abord fait la musique du film, et puis après j'ai fait le montage du film par rapport à la musique. Bah oui, du coup le rythme du film il est complètement flingué. Voilà. Bah écoute, t'as pas voulu faire comme tout le monde, c'est bien, mais en même temps ton film il est nul quoi. Enfin je suis désolé, moi Kaamelott, première partie, je l'ai pas aimé. Je trouvais qu'il y avait pas de rythme, je trouvais que l'histoire était quand même relativement insipide. En fait c'est une espèce de boucle infinie de «Oh j'ai pas envie de retirer l'épée, bon ben je vais retirer l'épée. Bon mais une fois que j'ai fini par contre je remets l'épée hein.» Oui, bon, bah, du coup, enfin, il y a pas de scénario, il y a rien, quoi. Je veux dire, il a été chercher tous ses copains, ils ont joué avec. Ah, on entend le gros toutou? Ouais, on entend le gros toutou. Bah oui, 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 il y a un gros toutou qui est dehors, ouais. Et le gros toutou, la porte est ouverte et il s'en va pas, c'est quand même bizarre. D'ailleurs, je vais devoir aller le sortir, donc je vais pas trop tarder. Merci Mio d'avoir été présent sur ce premier live, c'est vraiment adorable. Euh, Ah, ça serait chouette. Ah, ça serait vraiment chouette. D'ailleurs, j'ai vraiment hâte. Hein. Faut vraiment que, voilà, j'ai vraiment hâte de faire la prochaine émission. D'ailleurs, c'est l'instant pub avant de terminer ce premier live. On se retrouve sur David Podcast, du coup que vous pouvez avoir partout sur Apple Podcast, sur Deezer, sur Spotify. C'est le nouveau podcast qu'on fait avec David une fois par mois. Ça sort le dimanche une fois par mois, donc ça sortira ce dimanche. Foncez, allez écouter, on prend vraiment beaucoup de plaisir à le faire. Il y a beaucoup moins de thématiques, on est plus dans un sujet libre où on discute de cinéma et de télévision un petit peu comme ça nous vient. Donc c'est vraiment très chouette.
Il y a Salle 9 que je fais à la fin du mois, donc avec Mio. Et j'ai très très hâte de faire cette première émission en tant que chroniqueur dans Salle 9, ça va être top, top, top. On a le festival Jean Carmé qui arrive bientôt sur Moulins, et je vais pouvoir faire des interviews normalement de certains des acteurs qui viennent, et ça c'est pareil, j'ai très hâte. Et puis toujours Critflix, critflix.chronique sur les réseaux, Critflix ici, n'hésitez pas à nous suivre. Et puis du coup forcément sur Instagram où je suis un peu plus actif, et puis Twitter où j'essaye de reprendre la main aussi, enfin X, faut dire X maintenant, X où je reprends un peu la main, donc voilà, c'est vraiment chouette. Tout ça, il y a plein de beaux projets qui arrivent, j'espère que vous nous suivrez dans ces projets-là, j'espère que vous me suivrez dans ces projets-là, mais j'ai plein de gens magnifiques qui m'accompagnent, et qui m'accompagnent dans tous ces projets-là, donc j'ai vraiment vraiment hâte de commencer cette année, et elle commence avec cette émission. Donc voilà, c'était super. On se rejoint normalement dans 15 jours, à part si vous avez une demande particulière, si vous voulez refaire un live un autre jour, mais n'hésitez pas à me le dire dans les DM sur Insta. Et puis voilà. Bah écoutez, on se dit à bientôt. Merci pour tout. Et puis à bientôt sur les réseaux. Salut, salut Mio, merci beaucoup.